Née à Montréal, elle passait ses vacances d'été dans Charlevoix puisque son père était natif des Éboulements. Elle habite Baie-Saint-Paul depuis quelques années maintenant. Le grand espace l'appelait. Elle avait besoin de respirer. Elle a débuté sa carrière comme productrice dans les arts de la scène et a travaillé entre autres avec le Cirque du Soleil et le Grand Orchestre du Splendide. C'est dans les années 90 qu'elle se tourne vers le documentaire. Productrice reconnue, elle a reçu de nombreux prix et récompenses, autant au Canada qu'à l'international. En 2017, elle crée ici à Baie-Saint-Paul le festival Cuisine, Cinéma et Confidences, un événement où le 7e art rencontre la gastronomie. C'est avec un grand plaisir que je rencontre aujourd'hui à TVCO une véritable passionnée de la région et une inspiration pour tous les ambitieux, Madame Lucie Tremblay. Bonjour Lucie. Allô, ma belle Pascale. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de l'invitation. Je suis toute intimidée, là. Moi, ça me fait tellement plaisir, là, parce que, je t'ai déjà côtoyé un peu, mais les questions que je vais te poser aujourd'hui, c'est des questions que j'ai jamais pu te poser. OK. C'est un peu plus personnel, c'est un peu plus... Donc, j'aimerais ça qu'on commence en tu me racontant un peu ton enfance. De quel milieu tu viens? Comment c'était chez toi? D'où tu viens? Premièrement, je viens d'une famille on était 8 chez nous. Et puis, issu là, d'un papa et d'une maman qui sont venus de deux mondes. Tu peux pas imaginer comment que c'était deux univers différents. Donc, mon père vient d'un milieu grosse famille, pas tellement riche, genre qui est rentré chez les frères pour faire sa scolarité, parce que sinon, ça allait travailler là, dans les usines. Puis, Donc, ton papa des éboulements, là. oui, c'est la famille Tremblay, là. Et puis, d'un autre côté, ma mère, elle, était issue d'un milieu assez bourgeois à Vaudreuil-Dorion. Et elle était pianiste de concert. Écoute, à 18 ans, elle conduisait une auto. Hein? Donc, tu parles dans les années 30, 40, une dame qui était à 18 ans conduisait un véhicule. Hein? Ça dénote déjà, là. Donc, comment ils se sont rencontrés? Et puis, c'est ça, le cousin de ma mère qui travaillait, qui œuvrait dans des organismes communautaires à Pointe-Saint-Charles, où est-ce que mon père enseignait, puis papa s'est beaucoup impliqué, comme dans le mouvement des jardins. Il était dans la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est ça, il œuvrait. Puis mon cousin Roland Proulx, qui lui aussi venait beaucoup ici parce que c'était un peintre assez reconnu. Il faisait partie de la famille. Il était ami avec Paul Buissonneau. Il a connu les Riopelle. Okay. Il a fait beaucoup de peinture ici dans le coin. En tout cas, c'est tout drôle, là. C'est liens qui se retrouvent. Mais ton père était rendu professeur, si j'ai bien compris. Mon papa était rendu professeur, exactement. Puis il a présenté Jeannette et ça a été coup de foudre. Ma mère était même fiancée à un médecin. Et elle a quitté le médecin pour être avec Paul-Émile. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, une famille, comme je dis, une grosse famille. On était à Montréal. OK. Elle vit en pleine ville? À Verdun. Non, c'est ça. Et puis, sur le bord du fleuve. Déjà, au moins, ça, le fleuve, c'est toujours important. Puis, on avait un chalet aussi qui était là, à Saint-Hippolyte, là, puis sur le bord de l'eau. Puis, donc, tout ça. Puis, la famille, c'est ça. Puis, ma mère, évidemment, à l'époque, les professeurs, c'était pas... directeur d'école, c'était pas... des salaires là, à tout rompre. Là, hein. C'était pas... donc, est-ce que ta mère travaillait pas avec 8 enfants? C'est impossible. Elle ne travaillait pas. Ma mère, elle était très malade, mais par exemple, elle était une cuisinière, là. Ça n'avait pas de bon sens. Moi, chez nous, là, des confitures achetées, on ne connaissait pas ça. Le temps des fraises, on faisait confiture aux fraises, confiture aux pêches, confiture aux prunes, confiture aux citrouilles, les ketchup. On avait un garde-manger, là, et c'était incroyable, là. Il était là, garni, c'était là, c'est ça, c'était savoureux. Donc, la gastronomie, t'es née dedans, là. Bien, je suis née dedans, puis en plus de ça, elle nous faisait là, régulièrement, mettons, aux 2 mois, un repas là, avec les 5 fourchettes d'un bord, les 5 couteaux de l'autre, les verres, puis un repas vraiment là, avec 5-6 services pour ses enfants? Pour ses enfants. Puis elle dit, moi, mes enfants, quand ils rencontreront là, les plus riches, seront à la table des plus grands, me feront jamais honte parce qu'ils vont savoir comment se tenir. Tu sais, puis à l'époque, tu avais ça, l'art de la table, l'art culinaire.
Mon père, de notre côté, lui, il était directeur d'école à l'école Jeanne Lebert, qui était dans un secteur extrêmement défavorisé à Pointe-Saint-Charles, ce qu'on appelait les zones grises. Et à l'époque, il a réalisé qu'il y avait des enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Genre, à un moment donné, il parlait un petit, puis as-tu mangé aujourd'hui? Puis l'enfant disait, non, aujourd'hui, c'était pas mon tour de manger. Que papa a mis en place les premiers repas servis dans les écoles pour que tous ces enfants qui allaient à l'école puissent manger. Parce que pour lui, manger, c'était pas un luxe, c'était un droit, tout comme avoir accès à l'eau, à pouvoir respirer. Pour lui, c'était comme inconsidérable. C'était impensable qu'un enfant puisse pas manger. Donc, on t'a montré l'importance de la bouffe, mais aussi l'importance du partage. Du partage, c'est ça. Puis quand on venait ici aux éboulements, là, chez mon oncle Henri, ma tante Noëlla, eux autres, il y avait la ferme familiale, tu sais. Donc, tu vois, puis là, ben, lui aussi, là, tu sais, le lien avec on mange, on fait, tu sais, les jardins, en tout cas, le respect de la bouffe, la compréhension de où vient. De qui nous nourrit. C'est la terre, c'est les gens qui travaillent, tu sais, qui nous nourrissent. Que ça faisait comme une combinaison de vraiment de oui, le côté qui est très... c'est un droit. Il n'y a personne qui devrait manquer à manger. Personne ne devrait avoir faim. Donc, une conscience sociale aussi qui est venue très jeune. Exactement, puis très jeune. Puis même l'été, il amenait dans des colonies de vacances des enfants qui n'avaient jamais sorti de Montréal, qui n'avaient pas la chance de pouvoir vivre des vacances, de sortir, d'aller s'amuser dans la nature. Et c'était nous autres, les enfants et maman, puis mes tantes, qui regroupaient du monde pour faire à manger. Puis il était même, Lucie, toi là, t'es privilégiée. Qu'il nous a appris, même très jeune, à faire à manger, mais pour les autres. Donc, à quelque part, c'est vrai, le festival tombe un peu dans cet aspect-là là, alimentaire. L'importance des producteurs, puis c'est vraiment... Exactement. Puis en même temps aussi, le côté des fois aussi, regarde, on se paye la traite, hein? Une bonne bouffe, le côté, là... on sort les 5 fourchettes. Exactement, là, tu sais, donc... c'est ça. Et puis t'étais comment, toi, comme enfant? Est-ce que tu réussissais bien à l'école? Est-ce que tu étais très structurée ou tu étais plutôt une rêveuse? Ben, écoute, après ma naissance, mes 2 frères qui m'ont précédée sont décédés en bas âge. Donc, après ma naissance, moi, je suis la dernière qui est arrivée sur le tard. Ma maman a été extrêmement malade. Donc, ça a été très difficile pour elle physiquement. Bien, très difficile aussi, hein, de perdre 2 enfants à bas âge, un qui avait 4 jours, puis un autre qui avait 2 ans, tu sais. Donc... Quand tu es arrivée, tu étais comme un petit miracle, mais qu'elle avait peur de perdre encore. Oui, puis en plus ça, bien, comme je te disais, c'est ça. Elle a été, je pense, hospitalisée quasiment 2 années de suite après ma naissance. Que chez nous, ça a été beaucoup mes frères et sœurs qui se sont occupés de moi. Et puis, mais il y avait des moments qui étaient un peu difficiles dans le sens que, je prends un exemple, tu avais le curé qui venait y donner la messe, mais à l'époque, tu sais, le curé, tu sais, il arrivait tout de noir vêtu, que moi, j'avais peur, que j'étais extrêmement craintive, très réservée, peur de faire du bruit, parce qu'il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas réveiller maman, tu sais. Mais, par exemple, j'ai eu l'amour de tous mes frères, mes sœurs qui m'ont comme chouchoutée, qui m'ont pris sous leur aile, tu sais. Et puis, papa, comme il était directeur d'école, mais il m'a fait rentrer comme 1 an plus tôt. Tu sais, au lieu comme de rentrer à la maternelle, je suis rentrée tout de suite en première année. Et puis, je vais conter une petite anecdote, qu'évidemment, je rentre à l'école de mon papa. Puis, bon, la première année, puis, tu sais, les premiers jours, le professeur demande souvent aux élèves, « Qu'est-ce qu'il fait ton papa? » Et puis, quand il arrive à moi, ben, je dis, « Mon papa, il est bûcheron. » Puis le professeur était, « Ben, voyons, Lucie, qu'est-ce qu'il fait ton père? » Ben, mon père est bûcheron. Mais non, ton papa, c'est le principal. Tu sais, à l'époque, on disait que c'était le principal d'école. J'avais, non, ici, dans un bureau, il fait rien, il est assis. Mais au lac,
l'été, il bûche du bois, puis il coupe, puis c'est un bûcheron que... Pour toi, c'était ça le vrai travail! Oui, puis c'était des moments privilégiés parce que, bon, évidemment, comme j'étais la dernière, puis, bon, il y avait un écart quand même de pas loin de 5 ans avec ceux qui m'ont précédé. Bien, à un moment donné, je passais les étés, puis ça, je suivais mon père, là, comme un petit chien, là. Mais là, je suis un peu curieuse, là. Ta mère, elle s'est rétablie, là. Oui, maman s'est rétablie. Tu n'as pas perdu tes parents quand tu étais jeune? Non. C'était une famille joyeuse? C'était une belle famille? Une famille très joyeuse. Ma mère, comme je dis, elle avait le sens de la fête. Elle admet recevoir. Elle, son plaisir, là, c'était de faire des parties. C'était recevoir, c'était la musique. Donc, chez vous, il y avait toujours du monde? Il y avait oui, toujours du monde. Tout le monde était la bienvenue. Les parties de famille, les parties des fêtes, ça se faisait à la maison. Chez nous, là, tu sais, l'hiver, le temps des fêtes, on pouvait avoir 60, 70 personnes. Oh, là, tu sais, on recevait, puis là, elle passait une semaine, là, à faire le buffet, là, tu sais, puis là, c'était pas des petites sandwichs, là, qu'elle faisait. Elle faisait des pièces montées. Ouais. C'était une grosse maison pour recevoir 110 personnes. Oui. Wow. Et puis la musique là-dedans, que c'était assez... Non, c'était très, très joyeux, tu sais. Okay. Et puis, non, c'est ça, non, ça a été quand même, là, comme je dis, quelque chose de très... on a eu beaucoup d'amour. C'est toujours ça. Proche de tes frères et sœurs? Toujours proche de mes frères et sœurs. Ouais. Évidemment, là, avec le temps, on est éloignés, mais on est un beau noyau, là, tu sais. Ça, c'est pas tes noces, certainement? Non, c'est papa puis maman. Avec grand-maman Pamela, là, grand-maman Tremblay, là, tu sais. Est-ce que toi, tu t'es mariée? Non, j'ai pas eu... j'ai eu un conjoint pendant 20 ans, mais on n'a pas été devant le curé pour célébrer le tout. OK. Est-ce que tu as des enfants? J'ai pas pu avoir d'enfants. Non plus. Et puis, mais j'ai eu des enfants, si on peut dire, par la bande. Ouais. Donc, entre autres, André, mon ex-conjoint, avec qui j'étais, avait 2 filles dont elles sont venues vivre avec nous autres. Et puis, eux autres ont eu des enfants, puis leurs petits-enfants, leurs enfants sont rendus mes petits-enfants de 20 ans. Tes regardés sont encore dans ta vie. Oui, Xavier, puis c'est ça, même Xavier, il est venu me construire un four à pain. Alors, on l'a construit ensemble, puis on l'a fait vraiment inspiré. Je ne sais pas si vous avez vu le film, le documentaire Le pain d'habitant de l'ONF. Je vous le conseille fortement. Puis là, tu sais, c'est un film qui, justement, ils ont tourné ça aux éboulements avec mon oncle Henri, grand-papa Mousson, et puis qu'eux autres, ma tante Noëlla, ma tante Jacqueline, ma tante Marie-Louise. Et puis, c'est ça, ils ont fait un documentaire parce qu'ils faisaient ça, justement, là, la construction de four à pain. Dans ta famille, hein? Oui, je vais l'écouter, mais c'est pas toi qui l'as produit, celui-là. Non. Donc là, oui, tantôt, j'ai dit que tu étais productrice. On va plutôt en parler à la deuxième partie de l'émission, mais il y a des études qui ont dû t'amener là. Les arts, c'est arrivé comment? Eh mon Dieu, j'ai pris un chemin vraiment tout croche pour le faire. Mais à quelque part, je peux dire que la culture, ça a été ça qui m'a comme, à quelque part, rattrapée. Parce qu'à un moment donné, moi, au début d'adolescence, j'étais une enfant quand même extrêmement tannante. Puis pas juste tannante, tu sais, j'ai consommé beaucoup. J'étais dans des milieux, là, rock and roll. Un peu rebelle. Oui. Et puis... Et quand je suis arrivée au cégep, j'étais un petit peu, comme je dis, mes amis, c'était, c'est ça, on était mon réseau, là, des petits bums, là, tu sais, puis j'étais la seule qui est rentrée au cégep parce que chez nous, c'était comme, non. Et tes parents, ils devaient capoter de voir leur petite Lucie à la dérive. Mais tu vois, mon père, il était tellement extraordinaire. Il y avait... Un jour, il m'a amené au chalet en campagne, parce que la campagne, c'est la nature pour moi, là, le bois, les animaux, la forêt, ça a toujours été comme mon équilibre. Et puis, tu vois, à 16 ans, il m'a fait un témoignage tellement doux, tellement lucide. Je sais que ça ne va pas, là. Je sais que ça ne doit pas aller pour voir comment tu t'en vas, mais oublie pas une chose, je serai toujours là, puis je t'aime d'amour, tu sais, que peu importe, même si mon chemin était un peu de travers, il manifestait tout le temps sa présence puis son amour. Il n'a jamais crié, il n'a jamais levé la main, il n'a jamais crié, il n'a jamais
battu un de ses enfants, rien. C'était, chez nous, c'est ça, là. Non-violence, beaucoup, 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 beaucoup d'amour, là, tu sais. Et puis, et lorsque je suis rentrée au cégep, bien évidemment, j'étais un peu... ce que je fais là, je connaissais personne. Puis, c'est ça, écoute, il y en a un gars qui travaillait à la radio étudiante, il arrive et dit « Hey, moi, je m'appelle Richard, là, viens-t'en, puis on a besoin de monde. » Puis, on a ouvert un café étudiant, que petit peu, ben, c'est ça. Au cégep, on a parti un café. La radio. La radio, on a parti un café étudiant. Après ça, écoute, on a parti un café qui s'appelait Le Songe Creux. Pour te dire l'époque, là, tu sais, où est-ce qu'on faisait le biscuit. Écoute, on recevait Paul Piché, puis comme cachet, Paul Piché, il passait le chapeau, là, à l'époque, là, tu sais. Et puis, c'est ça que je suis rentrée là-dedans, puis ça a été un univers qui m'a tellement touchée, puis qui m'a donné le sentiment d'accomplir quelque chose, d'apporter du bonheur, de découverte. Ouais. Là, on va prendre une petite pause. Ouais. On va aller voir une œuvre que tu as choisie. On regarde ça, puis on en reparle après. OK. Alors, Lucie, pourquoi tu as choisi Starmania? Pourquoi j'ai choisi Starmania? Eh bon, parce que ça a été pour moi une œuvre là, colossale. Ça a été... Quand ça sortit aussi, j'ai commencé, moi, à rentrer dans le milieu un peu plus professionnel. Tu sais, tantôt, je parlais, on a commencé, tu sais, au cégep, puis les cafés étudiants. Et très vite, bien, pas très vite, mais à un moment donné, je me suis retrouvée... ça a été comme une étape vraiment importante dans ma vie. Quand je suis rentrée travailler pour Showbiz International, ça s'appelait. OK. Luc Faneuf, impresario. Et puis, je suis arrivée là où j'ai commencé comme réceptionniste, secrétaire. Et puis, Luc était le producteur de Starmania. Et ça a été vraiment comme un des premiers événements. Imagines-tu, là, tu sais, tu arrives, là, la première fois, tu commences à travailler dans une boîte, puis là, tu travaillais pour... Ben, je travaillais dans le sens, comme je te dis, moi, au début, là, j'étais vraiment comme la réceptionniste, secrétaire, mais là, c'est ça, tu voyais ça tout défiler. Mais c'est surtout aussi, bien, première, c'est une œuvre incroyable, là, ça, elle était importante pour le Québec, autant au niveau des artistes, ça a été vraiment la première comédie musicale, mais opéra rock, tout ce que ça a été, tout ce que ça l'a déclenché comme carrière. Tous les artistes, ça a été, c'est sûr, en France, on avait, bon, il y avait eu Robert Charlebois, il y a eu Claude Léveillé, Félix Leclerc, mais là, tu sais, ça aussi, c'est là une collaboration France-Québec, donc pour moi, c'est ça. Puis, on a parlé, mais c'est vrai, c'est une œuvre qui vieillit bien. Oui, moi, je peux l'écouter, vraiment. Puis on n'est pas de la même génération, puis Starmania, je dirais que les gens de ma génération la connaissent probablement autant que celle de ta génération. Puis je l'ai vue, tu sais, supposons comme au début avec Nanette Workman, je l'ai vue avec Jean Leloup, je l'ai vue avec Luce Dufault, donc c'est ça. Tout à fait, une œuvre colossale, tu as bien raison. Oui. Puis c'est ça, puis être associée, pour moi, à mes débuts dans le milieu là, du spectacle. Donc, ça t'a donné un peu le feu, Si ça m'a, disons que ça m'a fait réaliser toute l'envergure, tous les détails qu'il y a, toute la passion, la production, ça m'a... Et puis, comme je dis, après ça, bon, je suis devenue directrice de prod, tu sais, j'ai tourné avec Offenbach, avec Plume. Là, comment ça s'est arrivé, là? Tantôt, j'ai dit Cirque du Soleil, mais là... Bien, ça a été après, mais au début, là. c'est ça. Comme je te dis, j'étais avec Luc Faneuf, qui était le gérant. Il y a le gérant de André Gagnon, Véronique Béliveau à l'époque. Oui, c'est gros, je me souviens très bien de leur nom. Exactement, puis là, c'est ça. Donc, et là, tu avais fait des études en quoi, là? Pas du tout, j'avais fini mon cégep, tout simplement. Puis j'ai embarqué, là... moi, mes études, ça a été... Plus tard, puis je l'ai fait en travaillant. Je l'ai fait à temps partiel, mon bac en communication. Puis après ça, mes études au HEC, mais c'était combiné avec le travail, tu vois. OK. Donc, c'est vraiment l'énergie, l'industrie du spectacle qui est venue te chercher, finalement. Oui, exactement. Tu sais, puis donc, en tout cas, j'ai avancé là-dedans. C'était là, du gros bonheur, là, tu sais, de la découverte. Il faut dire aussi qu'il y a une autre période, oui, c'est ça, peut-être avant, par exemple, que je rentre là,
J'avais pris comme une petite pause. Tu sais, quand je te disais, à un moment donné, j'étais un peu tannante, là. Bon, c'est ça. Que là, à un moment donné, je travaillais dans un bar, dans une boîte de jazz. Et puis, à un moment donné, je disais, non, là, je consomme trop, il faut que j'arrête. Puis, j'avais une cliente qui travaillait dans le Grand Nord. C'est une réserve, la réserve des cris à Fort-Georges, à la baie James. Et puis, elle avait dit, Lucie, il engage. Que je dis, ah oui, OK. Que je descends à Montréal pour passer une entrevue au module du Nord québécois. Écoute, ils m'ont engagée comme secrétaire médicale. J'avais pas de formation là-dedans. Que c'est drôle. Ça, c'est des années, là, 78, 79. Une semaine après, j'étais rendue, je débarquais à Radisson. Moi, je prenais l'auto, puis j'arrivais au bout, prendre la base. Ben oui. Et puis, je suis arrivée sur l'île de Fort-Georges. Et ça a été un moment incroyable dans ma vie de travailler. J'ai travaillé là pendant 2 ans de temps, dans cette communauté CRI-là. Puis ça a été, là encore, un moment vraiment crucial, important, des rencontres, une sensibilité par rapport aux des injustices que la communauté CRI vivait. Plus tard, des comme amitiés. productrice, est-ce que tu as travaillé beaucoup le documentaire? Est-ce que tu en as fait un sur les communautés CRI ou autochtones? Non, j'ai pas travaillé. Non, j'ai travaillé dans le sens, j'ai accompagné. Et puis, supposons comme, j'ai aidé, si on peut dire, des réalisateurs autochtones. Mais non, je préfère, comment je dirais ça? Il y avait des sujets qui m'interpellaient, mais en même temps, je pensais pas que c'était à moi de raconter là, cette histoire-là, tu sais. Mais c'est là aussi que des amitiés sont nées, dont, avec mes 4 chums de filles, dont Céline Laforêt, qui est ici aussi, qui était là-bas, qui était infirmière. Pour vrai, vous êtes retrouvées dans le Grand Nord. Oui, oui, exactement, exactement. Ça, c'est les 4 filles. On vivait ensemble dans l'ancien presbytère à Fort-Georges. T'as quel âge là-dessus, Lucie? Eh, boy! Autour de 20 ans. À peu près 20 ans, oui. Et c'est là que cette amitié-là c'est ça, est née, puis elle ne s'est jamais perdue. Mais en même temps aussi, tu vois, j'étais des fois portée à aller dans des petits villages et communautés, et puis on se rendait là par avion, par hydravion, parce qu'il n'y avait pas de route qui était faite. Puis là, tu dis, écoute, en 1980, je me rappelle, parce que c'était le référendum, ici au Québec, le premier référendum, et j'étais dans une petite communauté à cause, j'accompagnais un médecin parce qu'il y avait une épidémie là, de rougeole. Les gens vivaient encore dans des tentes, pas d'électricité, pas d'eau courante. Pour avoir les nouvelles du référendum, c'était par CB qu'on communiquait à l'hôpital, qui nous faisait, qui nous communiquait les résultats. Mais en même temps, peux-tu imaginer, on était en 1980, puis les communautés vivaient encore dans des conditions quasiment pas insalubres, mais je veux dire... Pas inhumaines, mais quand même tellement loin de notre confort. Exactement, tu sais. Donc ça aussi, ça m'a apporté comme... c'est une sensibilité puis en même temps, découvert un pays tellement grand quand tu te promènes, là, les aurores boréales, la générosité de cette communauté-là, quand ils t'acceptent. En même temps, un peu toute la problématique aussi avec la venue de la baie James, avec, c'est ça, tu sais... Tout à fait, les barrages qui ont détruit leur territoire. C'est ça, les problèmes, si tu veux pas d'époque à l'alcool, de consommation. Ouais. Qu'est-ce qui est merveilleux, c'est de voir maintenant que, en tout cas, du moins avec les cris, ça récupère énormément, puis ils sont en train de reprendre leur identité. Tout à fait. Mais c'est ça, c'est des parcours... Est-ce que c'est là-bas que Lucie a arrêté de consommer, est redevenue sage, sobre? Pas du tout, mais pas du tout. Non, ça a été vraiment comme... Plus à mon retour, là, après ça, avec... Tu sais, on a fêté, mais c'était plus la même manière, là. Tu sais, je disais, c'était plus, bon, donc là, festif, mais... on va y aller, là, sur ta carrière. Là. OK, c'est ça. Puis après ça, c'est ça. Donc, revenu ici, bon, là, j'ai embarqué, travaillé avec Luc Faneuf, impresario, donc... et j'ai vraiment fait toutes les étapes jusqu'à devenir productrice pour la boîte, là, où, entre autres, où j'organisais les tournées pour... des gros shows, comme tu as dit tantôt. Là, oui, Fanback
plume au Forum, le show d'adieu. Après ça, je faisais les tournées pour les Forces armées canadiennes, pas Forces armées canadiennes, je m'excuse, l'ONU. Où est-ce que ça s'appelle le spectacle de Noël, Christmas with the Troops? Où est-ce que, c'est ça, tu sais, les shows que tu voyais à l'époque, comme on voit ça des images au cinéma américain avec Bing Crosby, Marilyn Monroe, là, tu sais, quand il fait ça. Tu les as pas rencontrés, là, eux autres, Ben non, je suis vieille, mais pas rendue là. Mais, par exemple, c'était quand même assez exceptionnel. On partait avec, en avion, un Hercule, où est-ce que tu avais les artistes, le matériel. Bien évidemment, on est arrêté à l'art à Baden-Baden, mais après ça, on allait dans les zones de guerre, à Chypre, en Israël. Donc, tu as voyagé beaucoup avec l'ONU, en Égypte, exactement. Puis, tu sais, des fois, là, tu fais un spectacle, puis tu entends les bombardements à côté. Là. Ça, tu as déjà eu peur pour ta vie? Non, je n'avais pas eu peur. Non, on sentait bien les sécurités, mais tu sens quand même que la vie est fragile. Moi qui, au départ, la première tournée, l'armée, les soldats, c'est affreux, c'est épouvantable, non à la guerre. Mais d'être avec eux autres, puis eux autres, on appelle ça les peacekeepers. OK? Et là, tu réalises le travail qu'ils font. Pour la sécurité de la population. Oui, tu sais, puis quand tu arrives à Jérusalem, puis tu débarques au mur des Lamentations, et puis là, que tu vois, là, tellement d'histoires avec tellement de guerres, tellement la peine, là, tu dis, mon Dieu, l'humanité est où, là, c'est quoi, là, tout ça, tu sais, mais dans ça un lieu aussi fort, hein, exactement, mais ça t'ouvre toujours d'autres fenêtres, d'autres ouvertures, tu vois, c'est... Donc, avec le cirque aussi, c'est des spectacles que tu as produits? Bien, le cirque, au départ, oui. Après ça, j'étais rendue dans les Laurentides et on produisait le Cirque du Soleil. Puis moi, c'est ça, la directrice des opérations. Pour un spectacle bien particulier qui était dans les Laurentides? Ce qui était leur spectacle, puis on les accueillait dans la tournée. Et après ça, la deuxième année qu'on les a produits, bien là, ils m'ont téléphoné, ils étaient à Los Angeles pour leur première tournée. Et puis... tu as été travailler pour eux à Los Angeles? C'est ça. Guy m'a téléphoné et il a dit « Hey, Lucie, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais viens-t'en, on a besoin de toi. Et puis, une semaine après, je prenais l'avion, je débarquais à LA. Et c'était la première année. Et puis, c'était complètement fou. C'était... mais fou, là. Tu ne peux pas t'imaginer, là. Ça devait être d'une effervescence extraordinaire. Oui, bien, comme tu dis, c'était leur première tournée, là, sur le territoire américain. Les gros studios ont adopté le Cirque du Soleil. Tu sais, moi, je conduisais avec de gros crew cabs, là, tu sais, à l'effigie du Cirque du Soleil. Les gens nous envoyaient la main. C'était là, complètement... Tu as été avec eux combien d'années? Là encore, j'ai fait comme 2 ans, puis là, j'étais rendue comme à 28, 29 ans, puis je dois avouer que ma table de cuisine me manquait, tu sais. Je comprends. Parce que de la tournée, parce que, bon, avant le cycle, ça doit être beaucoup de stress, là, produire des gros spectacles comme ça, là. Comment tu gères le stress, Lucie? Ben, premièrement, non, c'est pas... C'est un travail d'équipe, puis c'est du talent. Tout le monde, à quelque part, il y a quand même une énergie, une synergie qui est là. Qu'est-ce qui est tellement beau, c'est qu'on ne travaille pas pour ça, on travaille pour le spectacle. Tu sais, il y a une espèce de fusion où est-ce qu'on s'en va tous dans la même direction. Puis ça, c'est magnifique. C'est ça qui arrive quand tu travailles, en tout cas particulièrement dans le milieu culturel, c'est de voir quand tu travailles sur une œuvre, que ce soit pour un film ou un spectacle, on veut tout faire, on s'en va tous dans la même direction pour l'amener encore plus loin. Tout le monde qui vont se joindre à créer, justement. Exactement. Puis c'est sûr qu'il y a des moments qui étaient comme... On a vécu, nous autres... un Rod-Marie, là, à Santa Monica, là, où est-ce que le chapeau était installé. Le chapiteau était installé, le chapeau. Le chapeau, oui. Quel chapeau. Et puis, écoute, ça a été vraiment dramatique. Là. Ça a été vraiment, on a perdu, sortir les équipements, être capable de sauver la piste, l'eau qui montait, les gradins qui s'effondraient. Et là encore, ça s'est fait 1 semaine avant la première. Et encore une fois, de voir comment les gens qui se mettent ensemble... Solidarité pour venir tout réparer. Puis la première a eu lieu. C'était...
Vraiment, là, c'est ça. C'est vraiment des vraiment belles des moments de expériences. grâce. C'est ça, exactement. Puis qu'est-ce qui t'a fait passer du spectacle au documentaire? Parce que c'est bien différent quand même, là. Oui, que lorsque je suis revenue au Québec, et ça s'est passé dans une brasserie. Aussi simple que ça. Et je suis tombée en amour avec un réalisateur, André. On s'est rencontrés, on s'est vus. Moi, je travaillais avec Véronique Béliveau, puis c'était lui qui était pour réaliser un de ses vidéoclips. Donc, Luc, l'impresario, on a une réunion, puis je l'ai vu et je suis vraiment, j'étais même, OK, j'ai rencontré l'homme avec qui je vais mourir. Et puis là, ben, on continuait, lui, quand il partait en tournage. Il partait. Moi, après ça, quand il revenait, c'était moi qui partais en tournée. Donc, à un moment donné, on s'est regardé, puis on a dit, ben regarde, la production, c'est de la production. Puis effectivement. Donc, que là, j'ai commencé, c'est ça, à faire de la direction de production. Lui, on faisait plus là, des films, de la publicité puis des films corporatifs. Puis petit à petit, ben, moi, j'ai rentré le documentaire, là, tu sais, qu'on a fait. C'est l'amour qui t'a amené au documentaire. C'est beau, hein? Ah, vraiment, oui, vraiment. Oui. Puis c'est ça, on l'a fait pendant 20 ans, là, tu sais, on était ensemble pendant 20 ans. Puis... Donc, tu as fait du documentaire durant 20 ans? Oui, plus que 20 ans. T'en as produit combien? Oh my God! Plus d'une centaine, facilement. Ah Oui. Qui ont été diffusés sur un peu partout dans le monde ou sur nos réseaux plus nationaux ici? Ou... Tu allais voyager. Si on fouille Lucie Tremblay sur l'ONF, on trouve-tu plein d'affaires? L'ONF, tu vas en avoir un. J'en ai fait une coproduction avec l'ONF, mais j'en ai fait quand même pas mal pour Radio-Canada, Canal D, Télé-Québec, et puis certains, bien, des coproductions, tu sais, avec Arte en France, avec la télévision suisse romande, avec le Brésil, avec la Chine, donc, avec UK, ça t'a fait voyager en plus? Oui, définitivement. On a eu, effectivement, comme tu dis, moi, j'ai pas une vie riche, je suis pas riche, mais j'ai une vie riche. Oui. C'est ça, tu sais, c'est comme... Ultra chargée. Riche, oui. Plein de beaux, des belles rencontres. Puis dans le documentaire, qu'est-ce qui est assez fantastique, c'est que tu te retrouves toujours à un moment donné à travailler et puis à tourner avec des gens qui sont quand même exceptionnels, tu sais. Que ce soit lorsque je faisais, plus de vulgarisation scientifique. Puis là, tu te retrouves avec un paléontologue qui a étudié pendant 50 ans. Delvoir ça, qui était le conseiller scientifique de Steven Spielberg sur le parc Jurassique, tu sais. Puis là, tu te retrouves avec cet homme-là de 75 ans qui t'amène à découvrir. Et puis, tout d'un coup, dans un restaurant dans le fin fond du Montana, qui marche à quatre pattes parce qu'il veut te montrer le mouvement exact de telle espèce de... Donc, tu as fait des rencontres extraordinaires. Là. Oui. Bien, c'est ça dans le documentaire ou même dans le spectacle. Écoute, j'ai eu la chance, vous autres, vous êtes probablement trop jeunes, mais de travailler avec Jean Marais. Et puis, ça me dit rien. C'est ça, tu sais, mais Jean Barret, tu sais, c'était l'idole, c'était la grande sœur, tu sais, il a joué dans Peau d'âne, il a joué avec Catherine Deneuve, en tout cas, tu sais, donc, tu sais, ça, c'était des moments. Et ces grands-là, souvent, c'est les êtres les plus modestes et les plus humbles et les plus généreux que tu peux pas rencontrer, que ça aussi, c'est une belle leçon de vie, qui est... pas parce que tu as marché là, sur les plus grands restaurants, les plus grandes scènes que tu as perdu qui t'étais au départ. Exactement. Oui. On va arrêter là-dessus. On va aller écouter ta chanson que tu as choisie. Puis on revient pour la suite, finalement. OK, merci. Une chanson intense que tu as choisie là, Lucie? Intense, oui. Ça, c'est peut-être un peu moi aussi, mais je la trouve comme une chanson
la voix est tellement parfaite. L'interprétation de Marie-Jo Thériault là-dessus, elle nous amène, on embarque dans sa bulle. C'est une histoire aussi importante, la déportation des Acadiens. Ouais. Mais c'est aussi tellement une belle histoire d'amour, tu sais, puis de compassion, puis de malgré les épreuves, tu sens la solidité du peuple acadien C'est vrai. en arrière de ça. Donc, malgré les épreuves, parce que la vie, on le sait, la vie, c'est ça aussi, ça peut pas... Tu sais, c'est... évidemment, pas à dire qu'on veut avoir la déportation, non. mais des épreuves, c'est ça. Dans une vie, on en a tous, puis quelque part, c'est ça qui nous amène ailleurs aussi. Oui, en tout cas, on l'a pas pleuré, on est déjà bonne. Mais c'est tellement difficile de choisir juste une chanson, tu sais, parce que... Mais elle, je dois dire, ça en est une mélancolique qui m'accompagne depuis les débuts. Tu as raison, qui est magnifique. Merci. Donc, là, on était rendu à parler de ta carrière de productrice. Tu étais déjà rendue dans le documentaire. J'aimerais ça te demander laquelle des documentaires que tu as fait, tu peux en nommer plus qu'un, dont tu es le plus fier ou qui a le plus rayonné ou qui t'a plus touché justement ou parlé, que c'était ton sujet que tu as voulu créer. C'est sûr que parle-moi des projets importants c'est sûr pour toi. Que, honnêtement, il y en a quand même 3-4 qui ont vraiment comme marqué, si on peut dire, ma carrière. À cause de l'impact qu'il y a eu, évidemment, il y a Le voyage d'une vie de Marie Chartrand, qui suivait l'histoire, c'est ça, exactement, de ce magnifique famille-là, qui étaient des amis à moi. Et donc, c'est à peu près 1 an avant leur départ, parce que les autres, ce couple-là travaillait en publicité, là, et puis avaient décidé d'arrêter le milieu de la pub pendant 1 an de temps pour faire le tour du monde, du travail humanitaire avec leurs enfants, leurs 3 enfants. Donc, on avait commencé à travailler ensemble avant qu'ils partent pour pouvoir faire une série sur leur voyage. Sur leur voyage. Qu'est-ce que ça change, là, quand tu fais ce tour Comme du de monde-là. fait, je l'ai écouté cette semaine là, pour me préparer pour ce soir, puis toute la trame du voyage derrière l'autre histoire que tu mets... C'est ça, puis effectivement, puis au retour, 6 mois après le retour, le papa s'est suicidé. Et puis, qu'évidemment, notre projet série, c'est sûr que tombe à l'eau, mais avec Maryse puis les enfants, Élise, Félix et Andréane, on a décidé de poursuivre le documentaire, mais d'intégrer l'histoire du suicide. De le faire vivre autrement, ce voyage. Exactement. Et de parler c'est ça. Donc ça, c'est un suicide, peu... et ça a été un film qui a bouleversé, mais qui a marqué, bien évidemment, moi, ma carrière, puis cette rencontre-là. Puis comment ce film-là a pu apporter puis faire du bien. Il était en salle pendant au-dessus de 6 mois de temps, là. Et dans la salle, c'était pas nécessairement des cinéphiles, C'était des gens qui avaient pensé au suicide et c'était des endeuillés du suicide. Oui, c'est sûr. Et, entre autres, Roland Smith, au Cinéma du Parc, me disait, Lucie, il fallait les mettre à la porte après la projection parce que les gens parlaient. Puis ça, c'est pour moi quelque chose que je trouve extraordinaire avec le documentaire. Des gens qui ne se parleraient pas suite à une projection, suite à un film, se mettent à échanger, à rencontrer. Tu vois? Ça m'est arrivé aussi avec un autre documentaire sur nous les écrivains, où est-ce qu'on a suivi, les réalisateurs ont suivi pendant pendant 3 ans de temps, un groupe d'alphabétisation. L'Atelier des lettres dans le centre-sud de Montréal. Et puis, on les suivait dans leur processus d'alphabétisation. Puis, eux autres, ils ont décidé de faire un livre où chacun racontait leur parcelle d'histoire. Puis, jusqu'à la publication du livre. Est-ce que c'était plus des nouveaux arrivants ou c'était plus des personnes un peu plus âgées qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école? Tu avais un nouvel arrivant, mais la plupart, c'était des gens qui étaient défavorisés, assez âgés, qui allaient de 20 ans à 45 ans. Et puis, de manière d'une autre, petite parenthèse, au Québec, il y a un très, très
élevé d'alphabétisme, de problèmes qui, on les appelle des illettrés fonctionnels, tu sais. Mais c'est vraiment, je ne vais pas sortir de pourcentage, mais c'est quand même assez troublant, exactement comme chiffre. Mais lorsqu'on a eu la première au Rendez-vous du cinéma québécois, donc j'étais avec moi, ce groupe-là de l'Atelier des lettres, avec leurs livres, et dans la salle, il y avait un prix Goncourt qui était là, et c'était Antonine Maillet. Et après la projection, de voir Antonine Maillet, récipiendaire d'un prix Goncourt, et demander à mon groupe qui dédicace leur livre qu'elle a publié. Ah, que c'est beau! Je me dis, ben voyons, ben c'est ça le pouvoir du documentaire. Puis après ça, ben là, des gens plus nantis ont dit, ah, ben on va aller donner notre temps à l'atelier. Donc, tu vois, oui, c'est que ça peut changer le monde un peu, hein? Oui, avec le nez, un autre que j'ai fait, ben c'est ça, quand on a tourné dans une région... dans l'Atlas au Maroc, et puis eux autres, ils ont un super beau safran. Et après ça, on allait tourner en France, un spécialiste des épices, Olivier Rollinger, que j'y ai donné ce safran-là de ce petit village berbère que j'ai rapporté. 1 an et demi plus tard, celui qui était responsable un peu de la communauté, on va l'appeler le maire, mais c'est pas des maires, m'a écrit pour me dire, Lucie, grâce au lien que tu as fait avec notre safran et Olivier Rollinger, bien maintenant, M. Rollinger allait chercher son safran-là et ils ont pu construire 2 classes. Ah oui, ça a dû changer la dynamique du village. Donc, c'est ça, tu vois. Et puis, à un moment donné, c'est pour ça que je dis des fois, souvent, au monde, s'il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien de possible. Mais le jour qu'il y a la rencontre, il y a un possible, tu sais. Donc, est-ce que c'est avec ces documentaires-là que tu as gagné les prix dont j'ai parlé tantôt? Oui. Il y a eu des séries, il y a eu des coproductions, oui. OK. Ben, tu sais, les prix, c'est le fun, c'est toujours bien agréable. Mais, par exemple, c'est plus de voir... Tu veux? Ben oui, c'est 2 Gémeaux! On est fiers pour nos équipes aussi, tu sais, parce que, tu sais, un documentaire, ça peut... Moi, j'ai des documentaires, j'ai pu travailler 7 ans sur un même documentaire. Mais je comprends, là. Juste celui que j'ai vu, tout le travail qu'il y a derrière ça, c'est fou. Exactement, lui, c'était 4 ans, puis... tu sais, puis on fait pas, tu sais, on n'est pas payé 50 000 $ par année, là, tu sais, je veux dire, moi, des fois, il y a des documentaires que j'ai pu travailler 7 ans, puis c'était 5 000 mon cachet sur 5 ans, là, tu sais, dans le sens que, ça, c'est peut-être juste la chose que je trouve un peu triste, des fois, dans le milieu, justement, du documentaire, c'est les problèmes de financement, tu sais. C'est sûr que beaucoup, on se dit, les gens nous disent, vous avez une vocation. Oui, mais ça serait le fun, là, tu sais, pour tout le monde, là, tu sais. On peut travailler passionnément, puis en même temps, bien gagner notre vie, là. C'est la logique. Tu vois, je le savais pas. Moi, dans ma tête, producteur, ça venait avec... ah oui, la BMW. C'est ça. Oui. Non, pas avec les spotlights sur soi et tout ce qui vient avec. Il y en a quelques-uns, oui, c'est sûr, mais pas la majorité. Et puis, bien là, si on parlait de ton projet d'ici, tu sais, qui existe depuis quand même quelques années. Oui. Parle-moi de ton festival, là. Ça s'en vient, c'est imminent. En plus de ça s'en vient. Bien, écoute, c'est ça, quand j'ai décidé de venir m'installer ici, je voulais avoir un projet, tu sais, pour mieux m'ancrer, si on peut dire, dans la région. Ouais. Puis en même temps, peut-être dire, qu'est-ce que moi j'ai comme bagage, voir comment ça peut, c'est ça, je peux l'ancrer. Et de là, c'est ça, j'avais produit un documentaire qui avait fait différents festivals où est-ce qu'il y avait des volets gastronomie à l'intérieur de leur festival. Puis j'étais même, mais ici, mais tu sais, la route des saveurs, hein? Ici, Charlevoix, il y a quelque chose de tellement fort, ancré. Les producteurs d'ici, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils font, là. On est privilégiés. Il y a des produits, là, tu sais, de qualité. Et puis, que je trouvais que c'est ça, que d'implanter un festival, bien, c'est sûr, il y avait le côté cinéma parce que
Parce que c'est ton milieu. Ben, c'est mon milieu, donc j'avais quand même accès à un réseau de distributeurs, producteurs, bon, qui me facilitait là, le démarchage. Et puis, ben, ici, avec des gens comme Thierry Ferré qui m'ont accueilli, qui m'ont tiré, qui m'ont présenté à des damiens, des viandes biologiques, à la famille Dufault. Ben, l'intégration s'est faite tellement là, doucement, mais bien. Et puis, ben, le monde a embarqué là, dans le projet, que c'est pour ça que la première année a eu lieu là, en 2017. Et est-ce que tu trouves, parce que dans les films que vous présentez, il y en a aussi des documentaires avec ton ciné dans le pré aussi. Oui. Il y a plusieurs thèmes d'aborder. Oui. Est-ce que tu trouves que ça amène la discussion? Bien, c'est sûr, ça amène la discussion. Tu sais, ça amène l'échange, la discussion, la compréhension. Dans le festival, qu'est-ce qu'on a aussi? Ça nous donne la possibilité de voir c'est qui nous nourrit. Oui. Hein? De mettre un visage, là, de comprendre tout le travail qu'il y a en arrière de la carotte dans notre assiette, là. Et quand tu perçois ça, bien, peut-être que tu fais moins de gaspillage ou tu la respectes plus, là, tu sais. Comprendre, c'est ça, tu sais, travailler sur une ferme, là, tu sais, c'est toute façon. Puis, je me permets aussi de faire un lien entre le travail de cinéaste et des chefs. Tu sais, les deux travaillent avec des matières pour pouvoir faire vivre une émotion, puis quasiment pour raconter une histoire, tu sais. Ça travaille avec des goûts, des textures. Ils mettent toute leur passion pour créer une œuvre. Et tu sais, puis après ça, ils laissent aller l'œuvre. C'est vrai. Allez, ce sont des œuvres éphémères, là, tu sais, dans la gastronomie. On vous les donne, tu sais, on va le transmettre, tu sais, que je trouve ça beau, ces échanges-là, puis je trouve ça beau que du monde créatif dans différents univers arrive à avoir un lien pour pouvoir échanger ensemble, tu sais. Comme je te dis, moi, je crois beaucoup au pouvoir des rencontres. Et puis des échanges, et puis c'est ça. Est-ce que tu l'aimes, ton festival? Est-ce que tu aimerais qu'il devienne plus gros? C'est quoi ton rêve pour ton festival? Eh mon Dieu, plus gros! Ben, peut-être, comment je dirais ça? Peut-être une pérennité là, financière. Ça, c'est sûr, parce qu'à chaque fois, tu dis « Ouh! » Mais qu'est-ce que j'aime? Peut-être plus diversifié. Qu'est-ce que je trouve là, où est-ce qui est intéressant? C'est que là, parce que je ne veux pas faire des événements où est-ce qu'il va y avoir 2000 personnes en tant que telles. Je ne pense pas que ça se prête, ce type de projection, parce que, comme je dis, au bout de la ligne, c'est la rencontre, le partage. Donc, si à un moment donné, tu arrives avec des gens, tu sais, pour moi, 200 là, dans une même salle, c'est un peu le maximum, mais peut-être de pouvoir le multiplier. Et puis, bien évidemment, de pouvoir le faire promener. Tu sais, on a eu une première expérience à Portland où est-ce qu'on est allé faire notre festival là-bas, une édition spéciale pour le Portland, avec un film québécois, avec les producteurs, les chefs d'ici qui ont rencontré les chefs de Portland. Et ça, bien, c'est magnifique. Quelle belle manière de parler de nous par notre gastronomie puis par notre cinéma. Tellement, tellement. Donc tu as raison, garder une taille humaine, mais pouvoir le faire partager à d'autres milieux. C'est vraiment un super de beau rêve. J'aurais envie de te faire une espèce de petite rafale de personnalité. Là. Tu me réponds par oui puis non, puis si je tombe sur de quoi d'important pour toi, allons-y. Tu peux y aller. Est-ce que tu es une femme sensible? Oui. Une romantique? Un peu, beaucoup. Une joueuse de tour? Moins. Une conteuse? Ça serait aux autres de le dire. Est-ce que toi, tu es une bonne cuisinière? J'adore. Une musicienne? Dans mon cœur. Est-ce que tu danses? Ça fait trop longtemps. J'adore la musique, par exemple. Clairement, tu es une rassembleuse. Je l'espère. Est-ce que tu es une rêveuse, là? Pas dans le sens rêver d'un projet, mais dans le sens à partir dans la lune, à rêvasser, une rêvasseuse? Je pense que ma tête, elle tourne trop vite pour ça. Est-ce que tu es ordonnée? Dans mes classeurs dans ma tête, oui, mais pas dans la maison. C'est honnête. De confiance? Oui. Croyante? Je crois énormément à la vie et à l'être humain. Écologiste? Oui, important. Féministe? Oui. Oui. C'est fini. Pourquoi? C'est fini pour ma rafale. C'est fini pour ma rafale. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre sur toi?
qu'est-ce qu'ils en seraient surpris d'apprendre Ouais. sur moi? C'est Je quoi sais le pas. côté de Lucie qui est bien caché, là? Ça dépend peut-être le côté où est-ce que je suis quelqu'un qui est extrêmement timide et gêné. J'avoue. Ça, peut-être les gens J'avoue. de prendre la parole, là, même devant la caméra et l'écran, c'est quelque chose qui me demande énormément Donc, de admettons respect. d'aller sur Ouais. scène durant ton festival pour présenter les choses, tu vis toujours du stress, Un trac, ouais, anxiété, ouais, trac, etc. ouais, ouais, ouais. Tu réussis à dormir les nuits qui précèdent? Non. Non. Non, 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 non. Je sais pas. Je pense que, ouais. Ben, tu vois? Tu vois que les gens pensent qu'on a une confiance, une Ouais. assurance, mais non. J'étais c'est sûre ça. de ça, moi, là. Tu Ouais, vois, j'ai ouais. vraiment appris quelque chose. Le plus grand défi que tu as relevé? Le plus grand défi que j'ai eu à relever, avec ma peur. Ouais. Parce qu'une période de ma vie, différents événements tristes m'ont amené je suis venue à être atteinte de crise de panique. Et Je comprends puis, que... où est-ce que je pouvais plus sortir de la maison? Tellement que j'étais même plus capable de rentrer dans une épicerie. Ah, ouais. Donc, ça a été un immense, et puis on m'a bien accompagnée. Tu vois, tu avais un livre, La peur d'avoir peur. Et puis, c'est ça. Puis, je suis allée en thérapie. J'ai eu une thérapeute extraordinaire. Et puis, ça, c'est même en même temps le plus beau cadeau qu'elle m'a fait. Ben, je te comprends. Là, Ouais, ouais. C'est un hosto de gros défi. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, 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 oui. Félicitations! Écoute, j'hyperventilais, là, je pouvais plus aller aller voir un spectacle. Aussitôt, si j'étais assise, squeezée, j'étais rendue dans un restaurant, je m'assoyais, puis là, je partais parce que la panique commençait. Puis, ouais. La chose dont tu es la plus fière, ta plus grande fierté, là, Oh, mon Dieu. qu'est-ce que tu as fait, là, C'est la plus qui grande te rend, toi, la plus fière, là? Ben, peut-être tout l'amour que j'ai autour de moi. Ouais. Ouais. J'avoue. Que ça, c'est beau. Je trouve que je suis quelqu'un qui est extrêmement privilégié dans la vie d'avoir autant de beau monde autour de moi. Ouais. Que ce soit des jeunes, des plus jeunes, des moins jeunes. Puis, ouais. Ouais, tu cours un peu après, hein? Ouais, mais t'es accueillante, t'es ouais, généreuse. Je pense qu'à quelque part, c'est un cadeau aussi que mes parents m'ont fait, ou particulièrement mon père, tu sais, puis d'être peut-être dans le non-jugement. Ouais. C'est beau, ça aussi. Mm. Si tu pouvais recommencer au début ou faire différemment quelque chose, y a-t-il quelque chose que tu ferais autrement? Pas réellement, parce que tu vois où est-ce que je suis rendue ici, puis j'aime tellement ma vie dans Charlevoix, ici, avec les gens que je rencontre, avec le festival, avec le ciné dans le pré, avec peut-être mon projet un jour d'être capable d'avoir une salle de cinéma ici, que j'espère que je vais y arriver, de pouvoir trouver toute l'arrimage puis tout l'ancrage pour se le faire. Peut-être la seule chose que j'aurais aimé, c'est d'avoir peut-être de meilleurs outils pour mieux gérer financièrement. Tu vois, on vient d'une génération, en tout cas moi, mais dans ma génération, où est-ce que parler d'argent était comme, tu parlais, supposons avec ton conjoint, il fallait pas en parler, ça paraît comme si c'était un manque d'amour, là. Ça paraît comme, ben mon Dieu, si on fait un papier pour, c'est vrai. pour sceller notre union, ben c'était comme perçu de ma part comme, ben voyons, il va penser que je l'aime pas. Alors qu'à l'époque, ben, à un moment donné, les femmes, fallait aussi être en mesure. Que c'est peut-être juste ce petit côté-là que je trouve que j'aurais pu être mieux outillée. C'est vrai que l'argent, c'est un grand tabou, puis ça l'est encore. Ouais. Ben, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans des relations de couple ou de conjoints qui se sont pas mariés, ont pédalé beaucoup là, à cause justement de la non-reconnaissance ou la cause de l'inconfort. Signer des papiers, c'est plate, mais des fois, il faut le faire. Exactement.
Est-ce qu'il y a encore un rêve que tu aimerais réaliser? Là, je viens de comprendre un cinéma, Ben, mais il y a peut-être autre chose. Non, j'aimerais ça vraiment. Ça, c'est un rêve que je côtoie, d'avoir un lieu, petite salle de cinéma, mais avec un petit café, partir en ciné-club, avoir un lieu pour les jeunes aussi, tu sais, pouvoir leur enseigner, leur donner les outils de monter un ciné-club, tu sais, leur faire comment on négocie des droits de film, comment on trouve, faire une programmation, un lieu pour, c'est ça, pour échanger, pour faire des projections, pour accueillir des réalisateurs, faire des résidences, donc... Là, si je comprends bien, ça sera encore quelque chose de taille humaine, là. Pas de quoi, pas des grandes Ah non, on ne fera salles pas un cinéma Guzzo ici, là. J'irais plus comme, je sais pas, comme le cinéma moderne, le cinéma public, tu sais, c'est ça. Et puis, c'est ça. Disons que ça serait un rêve professionnel que je côtoie. Ben, je te souhaite vraiment de le réaliser. Tu penses pas que ce serait plaisant? Ben, tout le temps. Moi, j'aime ça, de la diversité. J'aime ça qu'on ait des choix de choses à faire. Ouais. Puis c'est sûr qu'on a magnifique, tu sais, le carrefour culturel, oui, mais tu sais, d'avoir une vraie salle avec des bancs, là, tu sais, rangés, alignés, là, tu sais, puis un vrai système de son, puis ben oui, je suis d'accord. Une qualité de projection, ça serait très, très bien. Et ma toute dernière question, ça se termine là pour nous ce soir. Est-ce que tu as une leçon de vie? Est-ce que la vie t'a laissé un message, là, quelque chose que tu aimerais nous partager, qui nous donnerait un moyen coup de main pour... Et là là. Il y en a eu plus. Je pense qu'il y en a plusieurs. Peut-être un qui me vient actuellement, qui me vient là tout de suite, c'est tu sais, les scénarios qu'on se fait dans notre tête sont mal plus terribles que la réalité. Donc, au lieu de laisser toujours notre tête, imaginer, on peut-tu parler? On peut-tu, tu sais, communiquer? Parce que on peut tellement se faire, tu sais, se faire du mal, c'est ronger, puis des choses comme ça, alors que... c'est ça. Donc, on a tendance à voir pire que la réalité. Oui, surtout quand dans les zones grises, là. Je comprends. Peut-être. Oui. Donc, arrêtons le petit hamster qui court trop. Exactement. Arrêtons d'imaginer le pire, puis allons à la source. Eh bien, merci, Lucie. Ça a vraiment été un immense plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci à toi. J'ai fait des belles découvertes. Tu es tellement chaleureuse, puis tu es tellement accueillante que j'espère que ça a bien été pour toi aussi. C'était formidable. Merci. Bye. À une prochaine. Oui.